Bienvenue dans ce 43e épisode des Tontons Golfeurs. Comment vous allez, mes amis? Tout va très bien et toi, Kevin? Et toi, mon Seb? Ouais, tout va très bien. Une semaine excitante. Ah ouais, une belle semaine de Ryder Cup. Bon, si vous écoutez cet épisode plus tard, vous savez déjà qui a gagné. Oui, les États-Unis. Non, dis pas ça. Europe, Europe. Oui, cet épisode a été enregistré il y a 2 semaines maintenant, donc on essaie de prévoir qui va gagner, la prédiction. Bon, écoutez, en tout cas, pour ceux qui nous écoutent, dès que cet épisode sort, passez une bonne semaine de Ryder Cup, régalez-vous, et évidemment, Go Europe. On va faire un épisode sympa aujourd'hui, un épisode, alors pas contrairement à d'habitude, mais un épisode sympa sur un peu le Pas mindset. sur le putting du coup. Hein? Pas sur le putting du coup. Pas sur le putting, Dieu merci. Encore une fois, voilà. Moi, je vais me barrer de ce podcast de merde. Vous en avez rien Il à va foutre monter du un putting. podcast que sur le putting. Là, il faudrait être fort, hein, un podcast que sur le putting. Ouais, Je suis sûr qu'on fera beaucoup plus que nos 300 000 écoutes journaliers. Donc voilà, enfin, je le ferai tout seul, donc bien sûr. Donc un épisode sur voilà le mindset au golf, qu'est-ce que le golf nous apporte et développe dans la vie de tous les jours, aussi bien vie professionnelle, vie personnelle. Voilà un petit peu toutes ces questions, toutes ces choses. Aussi, si vous hésitez à vous mettre au golf, si vous nous écoutez ou que vous débutez, voilà toutes les choses que vous allez pouvoir apprendre et développer avec ce beau sport, cette belle activité. Ouais, ce que le golf nous apporte au quotidien, comment est-ce qu'on peut réussir en fait aussi simplement à gagner des coups en pensant mieux. On va pas faire tout de suite lancer l'épisode, mais en tout cas comment réussir à gagner des points facilement dans la manière de penser, parce que c'est quand même plus facile de mieux penser que de changer quelque chose dans le swing, là où on ne sait pas forcément si ça va nous permettre d'être un meilleur golfeur. Donc c'est un petit peu ça qu'on va essayer de développer aujourd'hui. Ouais, et puis je trouve ça sympa en fait d'avoir une activité qui est aussi riche, je sais pas le mot que je voulais employer pour le golf, mais aussi riche dans le fait de autant de valeurs, autant de choses qui te font progresser au quotidien. Et on voit aussi beaucoup d'entre nous qui ont arrêté la compétition à haut niveau, qui ont fait des très belles reconversions justement grâce à toutes ces compétences qu'ils ont pu développer au cours de ces différentes années en compétition et à haut niveau. Avant ça, on parle un petit mot pour nos sponsors et puis on y va. Ouais. Moi, je voudrais remercier Golf Planet, média 100% digital et 100% gratuit. Vous pouvez télécharger l'application et être toujours au fait de l'actualité golfique, encore plus dans cette semaine de Ryder Cup. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir toutes les infos les lundis matins. Un grand merci à Wally Clubmaker pour toute son aide sur les montages vidéo, sur les réseaux sociaux, voilà, toute l'aide d'Antoine Cabelé et puis Hugo. Merci à eux pour leur soutien au quotidien. Et un grand merci à Callaway pour leur soutien. Retrouvez l'intégralité de leur gamme, bien sûr, sur leur site internet ou dans vos Pro Shops favoris. Jetez-vous dessus rapidement. Il va plus y en avoir beaucoup. Alors les gars, c'est parti. Alors, je vous préviens, on a essayé de faire un plan, mais ça peut partir un peu dans tous les sens parce que là, il y a de l'émotion, il y a des choses qui vont sortir du cœur, donc ça peut partir un petit peu. Donc on vous prévient déjà sur ça. Il va y avoir beaucoup de contenu. Si déjà on arrive à structurer un minimum tout ce qu'on a envie de dire, ça sera déjà pas mal. On va commencer avec ce qu'on avait mis en 1, qu'on a hésité à mettre, qui est un tout petit peu dans le sujet, sans être dans le sujet, mais on va parler déjà des attitudes, on va dire peut-être plus physiques que mentales, qu'apporte le golf, notamment toute cette question de coordination qui est très importante dans les sports de lancer. C'est un sport, comme on le sait, de lancer, qui se joue cette fois-ci en statique, ce qui est assez rare pour un sport de lancer. Et on voit que cette coordination et cette synchronisation, surtout quand on est très jeune, se développe grâce à ces sports-là. Et c'est vrai que le golf en fait partie.
Comme beaucoup de sports que vous avez pu pratiquer aussi, c'est vrai que ça aide à sentir comment son corps est dans l'espace, où se trouve voilà, son bras, sa main, un peu tout autour de nous, parce qu'en plus, on ne voit pas notre corps donc, quand on joue. Donc voilà, toutes ces aptitudes-là. Qu'est-ce que tu peux en dire, Antoine, un petit peu sur cette... Et c'est vrai que voilà, au golf de la Boulie, tu vois, on a une école de golf qui est assez développée. Et c'est vrai que dès que déjà les personnes commencent le golf, on fait beaucoup de coordination, de mobilité, voilà, d'apprendre comment un corps doit bouger, surtout dans ce sport, comme tu dis, qui est statique, qui n'est pas forcément évident. Et c'est vrai que c'est une belle école à ce niveau-là. On voit que d'une façon, le sport général aide beaucoup par rapport à tout ça. Mais le golf, voilà, a cette particularité d'être assez statique à ce niveau-là. Donc, c'est quelque chose que l'on met énormément en avant. Et effectivement, on se rend compte que si dès le début, déjà, par exemple, on a un apprentissage qui est très axé sur la coordination, tout ça, ça aide forcément dans la suite au niveau du golf. Donc, je pense que cette partie-là est primordiale déjà pour pouvoir bien jouer au golf. Et ça passe par un apprentissage. Ouais, c'est de la coordination de vitesse, de toute façon, le golf. Au-delà du chemin de club, au-delà du grip, au-delà de la posture ou quoi que ce soit, on a un club qui va parcourir, Kevin, tu me dis si je me trompe, hein, tu es un peu le technicien des trois, mais une tête de club qui va parcourir à peu près 3 mètres vers l'arrière, 3 mètres vers l'avant pour toucher la balle. C'est un truc à peu près comme ça. On a les mains qui vont parcourir, je crois, 1m20, 1m30 à peu près. Donc ça fait, pour backswing impact, ça fait 6 mètres pour la tête de club. Ça fait à peu près 2m60, 2m70, 2m80 pour les mains. Et le plexus va bouger peut-être que de 10 cm. Et il y a à peu près ces 3 composants qui vont devoir être coordonnés alors que justement, ils ont beaucoup moins de distance ou beaucoup plus de distance à faire les uns des autres. Donc il peut y avoir déjà énormément de fautes de contact particulièrement qui, après la direction c'est encore autre chose, mais déjà énormément de fautes de contact qui peuvent aller sur une décoordination justement de ces 3 vitesses-là. Donc réussir justement, enfin on le voit bien, les gamins le font très bien justement, comme tu disais Antoine, et quand on commence le golf un poil plus tard, c'est presque quelque chose justement qui peut nous manquer pour pouvoir justement choper le contact plus facilement sur une coordination ou une décoordination de vitesse. Oui, c'est là qu'effectivement on le retrouve à l'âge adulte pour ceux qui ont pratiqué d'autres sports de lancer. On retrouve plus de facilité pour démarrer. Mais même, tu vois, je le vois sur ceux qui ont fait des sports de combat, par exemple. Ils n'ont peut-être pas développé la même coordination, même s'il y en a, mais pas la coordination de lancer. Mais ils ont une telle maîtrise de leur corps dans l'espace qu'ils arrivent à très bien comprendre les positions, les différentes positions de club en haut du backswing, où le club doit être, à quel moment c'est telle partie du corps qui doit partir en premier. Ils ont vraiment un ressenti très fin sur chaque partie de leur corps, et ça les aide énormément dans l'apprentissage de cette discipline. Donc c'est vrai que tous les sports, je dirais, aident le golf, mais comme le golf va aider dans tous les sports, et aussi d'avoir une motricité générale dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'était sur la partie plutôt physique, où on va essayer de faire un peu rapide, parce que ce n'était pas le sujet principal qu'on voulait aborder avec vous. Ensuite, on va plus partir sur les différents aspects, donc du coup, les valeurs, les choses qu'on développe qui peuvent vous aider au quotidien. Voilà, être quelqu'un de bien dans la vie de tous les jours, quelqu'un de meilleur et quelqu'un aussi de performant à titre professionnel et à titre personnel. On avait mis en deux, donc on parlait plutôt du respect et de l'humilité. Est-ce que Seb, c'est pas du tout visé, hein, mais est-ce que tu peux en parler? Ça peut être visé dans le sens tu es respectueux et humble, que tout comme ça peut ne pas l'être. Le respect, c'est un des premiers trucs. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à l'école de golf au siècle dernier, on nous parle en fait énormément, avant même de nous parler des règles de golf quand t'es gamin, on te parle surtout de l'étiquette. Sachant que quand t'es gamin, l'étiquette, du coup, ça te fait rire à chaque fois en disant hey, l'étiquette du polo ou quoi que ce soit. Enfin, tu comprends à peine ce que veut vraiment dire l'étiquette. Alors que plus tu joues au golf et plus tu joues particulièrement avec des personnes que tu connais pas ou en compétition, plus justement l'étiquette prend tout son sens. C'est le respect global déjà du parcours, le respect de remettre son niveau, de relever ses pitchs. S'il y en a qui ne relèvent pas leur pitch, là, dans ceux qui nous écoutent, attention.
Attention, on n'aime pas ça, nous, les gens qui relèvent pas leur pitch. Oui, surtout que Donc, c'est sur les greens. Voilà. Donc, ouais, on devrait être super fier de relever son pitch, en fait. Je suis tombé sur le green. Ça tombe bien, c'est là où je voulais qu'elle tombe. Donc, mais en tout cas, voilà, ça, c'est déjà un respect global vis-à-vis des gens qui s'occupent du parcours, en fait, au quotidien, toute l'année. Donc, les divos, les bunkers. Ça, c'était même, je sais que dans mon école de golf, c'était notre punition. Quand on était passage, par exemple, sur le petit parcours à la Tour de Salvani, du coup, on devait aller ratisser tous les bunkers du petit parcours. Ouais. Tu vois, et il y avait toujours du boulot. Hein. Il n'y avait pas un bunker là où tu passais à côté en te disant ouais, bah ça va, tout le monde a bien ratissé. Donc ça, c'est vis-à-vis du côté respect. Et du côté humilité, c'est que mais ce golf est tellement... t'es tellement aussi proche de taper le meilleur coup que tu as jamais tapé et aussi proche de taper le moins bon coup que tu as jamais tapé que ça te ramène, le golf te ramène toujours un peu les pieds sur terre quand même dans l'humilité. N'importe qui peut te battre, tu peux battre n'importe qui. Donc c'est toujours à prendre voilà, avec pincette, mais je trouve que voilà, ce côté un peu étiquette, respect de la personne qui est en train de jouer, respect de l'espace, respect de l'endroit dans lequel respect de son matériel, respect du matériel, respect des infrastructures, le respect, oui, effectivement, des personnes qui sont en train de jouer, des personnes qui sont en train de s'entraîner. Voilà, c'est des choses, je pense, qui sont importantes dans la vie de tous les jours, de respecter notre prochain et de respecter les gens, les choses qui nous entourent. Et ça se perd, Antoine. Bah oui, ce qui est triste, c'est que tu peux être un très bon golfeur, mais ne pas respecter et ne pas être humble. C'est ça aussi, tu vois, c'est que je ne vais pas citer des professionnels parce que je n'ai pas envie de le faire, mais il y en a certains effectivement qui manquent beaucoup de respect, qui ne sont pas humbles du tout. Voilà, je vous avouerai que j'étais à l'Open britannique là, il y a quelques semaines pour aller voir Antoine Rosner, et j'ai vu certains joueurs américains, je ne citerai pas d'autres noms, où j'étais choqué du comportement qu'ils avaient, que ça soit sur le parcours, que ça soit même en dehors, sur le practice. Je trouve ça assez dingue. Je pense que voilà, il faut aussi pouvoir respecter ces valeurs, qu'elles soient beaucoup plus mises en avant, parce que bah, voilà, tu peux aussi, malgré le fait que l'humilité, je pense, est l'une des principales qualités pour être un bon golfeur, parce que comme on le disait, c'est que c'est une remise en question perpétuelle. Tu peux très bien jouer un jour et le lendemain faire un score catastrophique. C'est une remise en question de tous les jours. Nous, on a joué hein, en tant que professionnel, comme vous le savez, Sept et encore, et j'imagine que la remise en question est d'autant plus importante sur certains points. Mais c'est extrêmement compliqué et il y en a qui ont beaucoup de mal aussi parce que si déjà dans la vie de tous les jours vous n'êtes pas capable de vous remettre en question, ben, ça va être compliqué dans le golf aussi de pouvoir aller dans ce sens-là. Ouais, parce que les gens de temps en temps sur l'humilité confondent l'humilité et confiance en soi et donc du coup il faut que je sois très confiant en moi, donc je peux me permettre de ne pas être humble. Moi c'est quelque chose que j'aime chez les grands champions un peu qu'on peut imaginer, quelqu'un comme je sors du golf, hein, même si dans le golf on pourrait parler de Tommy Fleetwood, de Rory McIlroy, qui sont des gens très très appréciés parce qu'on sent que c'est des bons humains. Rory, je le connais pas du tout personnellement, mais par contre j'ai déjà partagé pas mal de parties avec Tommy Fleetwood, et un mec comme Tommy Fleetwood, on sent qu'il a, et dans le bon sens du terme, n'a pas changé humainement de l'époque là où il était amateur. Maintenant qu'il est, il a même gagné la FedEx Cup cette année, mais il a toujours été extrêmement humble, on le sent respectueux et ouvert aux autres, alors qu'effectivement, bon, des Américains, mais on ne va pas généraliser, mais il y a beaucoup de mecs, des Anglais aussi, hein, vu que je viens de parler de deux Britanniques, qui en fait confondent beaucoup confiance en soi et humilité, parce que en développant de la confiance en eux, du coup, en fait, il n'y a plus aucune humilité, et il faut se rappeler que la seule chose que fait, par exemple, un golfeur professionnel, c'est taper une balle, hein, il ne fait pas avancer Schmilblick, hein, comme dit mon préparateur mental qui est anglais, donc je vais la traduire, mais il dit il faut bien se rappeler que ton métier, c'est taper un bout de gomme dans un champ. Tu fais pas avancer le Schmilblick. Hein. Dis donc, Tiger Woods, hein, il gagne des milliards en tapant dans un chewing-gum. Moi, je sais pas, faut que je trouve une idée pour ça, mais bon. En soi, quand tu prends du recul sur la situation, c'est exactement ça. La seule chose qu'on fait, c'est un champ qui est très bien tendu, avec un trou, et on a un espèce de bout de bâton, enfin un bout d'acier, et on tape de la gomme vers ce trou. Enfin, Donc c'est toujours parfois, cet équilibre entre la confiance en soi et l'humilité. Il faut bien se rappeler que voilà,
change pas grand-chose au monde, en fait. Donc, il n'y a pas de quoi s'emballer, en fait. Attends, Kevin, tu peux respecter Sébastien et le laisser terminer, s'il te plaît, son discours. Merci beaucoup. C'est effectivement parfois aussi, quand tu disais ça, je pensais aussi à des joueurs qui, par manque de confiance en soi, se mettent une carapace de ce qu'ils imaginent être la confiance en soi et du coup, en fait, manque d'humilité. Parfois, il y a des personnes, c'est parce qu'ils ont vraiment très confiance en eux qui se manquent d'humilité, mais parfois, c'est aussi l'inverse. Est-ce que tu aurais des exemples de pros français? Non. Pas du tout. Pas du tout. Non, tu sens qu'il y a beaucoup de... Là, on parle du golf professionnel, mais pour ceux que j'ai côtoyés, tu sens qu'il y en a beaucoup qui... t'es tellement là pour battre l'autre qu'ils considèrent personne. Pendant une partie de pro-am, ils parlent à aucun amateur. Ils disent bonjour à personne quand tu les croises. Après, bon, c'est des éducations différentes. Hein, ça arrive plus rarement chez les latins, en tout cas. Peut-être que c'est parce que c'est l'éducation que nous, on a reçue, donc ça nous marque. Mais voilà, il y a quand même une petite différence parfois entre les latins et les non-latins. Mais ouais, de temps en temps, il faut bien redescendre un peu les pieds sur terre et peut-être revenir à ça. Donc pour revenir un petit peu quand même aussi sur le thème de l'épisode, vu que là on est beaucoup sur le golf professionnel depuis tout à l'heure, voilà, il y a souvent des petits panneaux dans les golfs. Le putting green, on n'a pas le droit de chipper dessus. Il faut remettre ses divots. Et ce qui serait marrant, ça serait marrant de mettre des petites caméras sur les gens qui ne respectent pas il faut chipper là. Voir ceux qui disent non mais c'est l'enfer, il y a des pitchs partout. De voir si, en l'occurrence, ils le font. Ouais. Ça m'a toujours un peu fait rire. Ça devrait être... on devrait pouvoir amender les gens, en fait, même de ce manque de respect parfois et d'humilité. Ouais, bah, c'est bon, il y a quelqu'un qui le ratissera, mon bunker. Donc ça, c'est intéressant, en fait, de le prendre. Voilà, on en a besoin pour tout le temps. C'est une bonne manière pour les jeunes aussi, ce respect, cette humilité, le respect du prof quand on prend des cours. C'est deux valeurs qui sont très importantes, je trouve, dans le golf et du coup dans la vie aussi. Ouais, et je pense, pour résumer ce point-là, qu'effectivement, c'est un point hyper important dans la vie de tous les jours et qui est apporté aussi par le golf pour les personnes qui le pratiquent. Donc vraiment, voilà, dans ces temps difficiles, je trouve que c'est important, voilà, de remettre du respect et de respecter son prochain. Et je trouve que le golf, pour ça, aide dans ce sens. Tu vois, je sais pas pourquoi je pense à mon fils comme ça, tu vois, dès le début, où en fait, dans l'éducation, tu mets des règles et du respect. Tu vois, et c'est vraiment, tu vois, ce dont parlait, tu vois, avec la maîtresse il y a 2 ans quand il avait 3 ans et qu'il est rentré en petite section. Il nous expliquait que voilà, dans cette première année, dans cette première section, le but c'était d'amener du respect et des règles et que ces règles soient respectées dès le début. Donc toi, dès le plus jeune âge, on nous incite à avoir quand même un cadre. T'as pas fait la petite section, toi? Comment? T'as pas fait de petite section? Non, connard, qu'est-ce que ça peut faire? Allez, passe sur ton prochain point, vas-y. D'ailleurs, c'est quelque chose que tu as commencé enfin, c'est une des phrases que tu as commencé à parler tout à l'heure. C'était là plus une question de discipline dans l'effort, la plan de progression, le fait de pouvoir savoir mettre un plan pour progresser et cette remise en question qui est forcément nécessaire pour pouvoir mettre tout ça en place. C'est d'ailleurs toi, Antoine, qui va commencer sur ce sujet-là. Ouais, là, quand on évoque tout de suite ce point, c'est vrai, dans la rigueur, discipline, prendre le plan de progression, c'est vrai que ça me fait penser tout de suite à ce qu'on va mettre en place aussi pour réussir à atteindre un objectif. Hein. On en a déjà parlé dans un précédent épisode. On peut appeler ça le process. C'est vrai qu'on est souvent omnibulé par réussir quelque chose, mais voilà, qu'est-ce qu'on va réussir à mettre en place? Donc bien évidemment, il y a tout ce qui est autour des objectifs, on va dire peut-être de moyens, voilà, mais il y a aussi une discipline, comme on dit, une certaine rigueur à tenir pour pouvoir arriver à ça. On ne peut pas partir dans tous les sens pour réussir un résultat. C'est comme un chef d'entreprise qui monte sa société, on est obligé de suivre un plan qui est défini, qui est préparé, le respecter. Ce plan peut changer au fur et à mesure, mais on doit rester quand même dans un cadre sans pour autant en sortir. C'est comme quand on prépare cet épisode, il faut qu'on essaie de rester dans le cadre sans partir en live dans tous les sens. C'est un peu la même chose.
T'as mis la super comparaison. Pense dans la caméra, tu m'as vu faire oui de la tête. Ouais, t'étais comme ça. Ouais, parce que en fait, par rapport au plan de progression, la remise en question et la rigueur, c'est si t'as pas de projet et si t'as pas un projet développé de manière précise, sachant qu'il va falloir parfois dévier pour y revenir, c'est pas une ligne droite. Mais si tu montes une entreprise sans aucun business plan, tout seul, et que limite tu sais même pas, bon, je vais monter une entreprise, et que ça s'arrête là, c'est de la même chose de je veux mieux jouer au golf. Et puis tu t'arrêtes là. S'il n'y a pas de plan, si tu sais pas où tu vas, si tu n'as pas des étapes, des cases à cocher, sachant que c'est pas une question de temps, c'est-à-dire c'est pas fin 2026 c'est ça, fin 2027 c'est ça, fin 2028 c'est ça. Le golf, si c'est pas notre métier, on n'a pas forcément besoin de le dater ou quoi que ce soit, et même encore si c'est le métier, c'est une vision plus globale pour justement pouvoir aller sans cesse dans la bonne direction et faire progresser notre petite entreprise golfique en fait. Et ça, c'est pas quelque chose, nous, ça nous paraît évident. Mais pour tout le monde, ce n'est pas évident en fait. Nous, on l'a développé parce qu'on a été mis dedans dans le fait qu'il y avait un objectif qui était clair, des objectifs normalement qui étaient plutôt clairs à court terme, moyen terme, long terme. Qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce qui nous manque. Mais aujourd'hui, il y a plein de gens qui vivent sans objectif, sans justement une rigueur ou un plan sur quoi que ce soit. Et aujourd'hui, ces objectifs peuvent être n'importe quoi. Ça peut être une perte de poids, ça peut être un meilleur parent, ça peut être un meilleur fils, ça peut être ou fille. Enfin, voilà, ça peut être plein d'objectifs, parce que là, on a parlé d'un point de vue professionnel. Donc, évidemment, on le mettait par rapport au golf et par rapport au chef d'entreprise, qui est un très bon exemple. Mais aussi dans la vie de tous les jours. En fait, pour n'importe quelle chose que vous voulez mettre en place, il faut le structurer en mettant des étapes. Donc, on l'a déjà fait pour le physique, par exemple. Si vous voulez perdre du poids, peut-être que ça va être première étape, voir qu'est-ce que je mange, et voir peut-être quelqu'un pour nous aider. Première étape, la nourriture. Deuxième étape, le sport. Et puis après, hop, à l'intérieur, on déconstruit encore un petit peu, on structure un petit peu plus. Le sport, quand je vais pouvoir faire des séances, est-ce que je me fais accompagner ou est-ce que j'ai déjà quelques notions? Si je ne les ai pas, je vais me faire accompagner. Voilà. C'est à chaque fois essayer de vraiment planifier pour arriver à notre objectif, mais qui, comme je veux dire, peut être tout et n'importe quoi. C'est important aussi de mettre en avant la progression à ce niveau-là, c'est que dans une progression, il y a des régressions. On voit souvent, par exemple, cette courbe que pour arriver d'un point A à un point B, on a une courbe qui est continue, c'est quelque chose qu'on peut avoir là. Non, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas une ligne continue, c'est une courbe qui fait progresser, qui régresse, qui progresse et qui régresse. Sauf que cette courbe, à chaque fois, la phase ascendante la phase montante est beaucoup plus importante que la phase ascendante. Donc c'est vraiment important de comprendre cette notion-là, c'est qu'on progresse, mais parfois on régresse pour encore plus progresser par la suite. Ouais, ça, on y reviendra sur la notion d'échec aussi, qui fait partie notamment de mais une régression n'est pas forcément un échec, attention. Hein. Donc parfois la remise en question... C'est ton interprétation. Du point A au point B, il y aura forcément des échecs. Ouais. Non, moi j'échoue jamais dans la vie, je suis désolé, vous ne vous rendez pas compte. C'est ça, voilà, vous êtes vraiment, vous manquez de respect et d'humilité envers moi. Bon, on a loupé déjà le point 2. Mais non, c'est vrai que c'est très important d'essayer de... Voilà, faites l'exemple, vous vous dites, voilà, j'ai un objectif qui est ça, vous le définissez et vous essayez de voir toutes les étapes pour y arriver. Et c'est même intéressant pour voir chaque jour, se dire comment je peux faire pour... améliorer, me rapprocher de cet objectif. Et c'est un peu comme ça qu'est construit le golf. Tu es obligé de fonctionner de cette façon-là, parce que si tu le prends dans un trop gros ensemble, c'est trop compliqué. Là, c'est sectorisé par les différents secteurs de jeu. Ouais. Puis il y a le practice, et puis il y a l'entraînement, et puis il y a le parcours, et puis il y a la compétition. Voilà, donc c'est plein de choses différentes qui s'abordent de façon différente. Et on est obligé d'avoir une discipline, un plan qui peut, comme on disait, évoluer, mais on est obligé de suivre un plan. La vision long terme, en fait, normalement, elle ne doit pas bouger. Et après, c'est les étapes qui peuvent changer. C'est-à-dire que si
Si on avait décidé que l'une des grandes priorités, c'était le chipping, par exemple, ça sert à rien de passer 8 heures par jour au chipping si on a le temps de passer 8 heures par jour, parce qu'après, en fait, on va aussi sûrement faire régresser tout le reste du jeu. Donc, en fait, on pourrait se retrouver à être un très bon chipper, mais à plus savoir faire le reste. Donc, ça va être de bien doser. Et puis, au bout d'un moment, quand le niveau de chipping va arriver au niveau qui était requis pour notre niveau de jeu ou pour la progression, hop, va falloir peut-être un petit peu doser différemment pour remettre un petit peu plus de putting, et puis ensuite un petit peu différemment pour remettre un peu plus de parcours, parce qu'en fait je fais tout mieux à l'entraînement sur les infrastructures, mais j'arrive pas à l'emmener sur le parcours. Donc c'est sans cesse en fait du dosage. C'est pour ça que c'est souvent bien d'être accompagné, mais c'est comme une espèce d'audit d'entreprise. Voilà, là il y a trop de dépenses, là il y a beaucoup de recettes. Comment est-ce qu'on fait bouger les choses? Je suis meilleur en golf qu'en audit, mais de toujours en fait faire progresser dans une vision globale qui, elle, ne va pas changer, une vision globale et long terme qui, elle, va beaucoup moins changer et moins fluctuer. Mais il y a plusieurs chemins d'y arriver, en tout cas. Oui, il y a plusieurs chemins, et là, on va pouvoir aborder le point 4, que ce chemin, il est long, mais il faut que le travail, il soit continu dans le temps. Donc le golf, on pourrait dire que ça amène de l'abnégation, du travail continu, et qu'en fait il faut continuer chaque jour, ou parfois vous avez le droit de faire une pause, mais chaque jour à avancer vers votre objectif, et parfois c'est difficile malgré les échecs, comme tu disais, qu'on abordait tout à l'heure. Il faut petit à petit, et dans la vie de tous les jours c'est pareil, il faut que le travail soit continu, c'est les petits efforts constants qui font à chaque fois des résultats, et pas des masses de travail. Alors, dans certaines professions, tu es obligé de faire des masses de travail aussi à des moments clés. Mais vraiment, c'est le fait de ne pas lâcher et de continuer chaque jour, même quand c'est des moments difficiles, même quand ça ne se passe pas comme on veut, parce que c'est là où vous vous rapprochez de vos objectifs, c'est là où ça commence à être difficile, qu'il faut continuer pour atteindre un jour vos objectifs. La régularité, je pense que c'est l'une des choses la plus importantes lorsque vous jouez au golf. Comme tu dis, tout le monde n'a pas le temps de dégager peut-être 3 à 4 fois par semaine, mais si vous êtes capable, par exemple, de pouvoir vous construire un plan et le faire de façon régulière, c'est quelque chose qui va vous aider. Comme par exemple, je prends une personne qui souhaite perdre du poids. Si jamais elle fait 4 efforts dans la semaine sur 4 jours différents, au lieu d'en faire un gros coup une fois par semaine, on va avoir une efficacité qui va être moindre par rapport à un effort qui est continu. D'accord ? Donc l'effort continu, on pourrait dire que ça peut être une fois par semaine, mais parfois, je peux ramener ça au sport. Je décide de faire 2 heures de sport dans la semaine. Ça va être beaucoup mieux de séparer en faisant 4 fois 30 minutes plutôt qu'une fois 2 heures dans la semaine. La régularité amènera beaucoup plus de résultats plutôt que d'être irrégulier dans le travail que vous faites. C'est ce fameux terme très à la mode, comme si les gens avaient trouvé le secret en utilisant le mot résilience. Mais moi, je me remets à préférer abnégation que résilience, juste parce que tout le monde utilise ce mot à tort et à travers. Mais cette abnégation, cette résilience, elle est possible que si, pour revenir sur le point d'avant, que s'il y a un plan qui est clair, auquel on peut se rattacher. De simplement se dire je fais ça et je lâche pas. Ouais, mais dans quel but, dans quelle direction? S'il n'y a pas de but et de direction claire, ça va être très difficile. Donc une fois que le plan il est clair, une fois qu'on sait ce qu'on vient faire, une fois qu'on sait pourquoi on va le faire, ben là par contre effectivement c'est cette abnégation, ce travail continu, ces échecs. Ok, j'ai échoué, pourquoi? Parce que du coup, en fait, un échec nous permet d'apprendre beaucoup sur soi, sur nos forces, sur nos faiblesses. Et on a tendance à beaucoup plus apprendre de nos échecs que de nos victoires, simplement parce que nos victoires, je parle beaucoup par rapport aux autres, parce qu'en fait, on se retrouve à juste comparer par rapport aux autres le fait qu'on a gagné, mais peut-être qu'en fait, il y avait encore des lacunes. Et peut-être qu'aussi, il y avait des signaux qui disaient « Voilà pourquoi tu as gagné, parce que ça et ça, c'était beaucoup mieux que d'habitude. » Donc c'est vraiment aussi un peu dans cette analyse de l'échec, cette analyse de la victoire, qui ensuite nous permet d'avoir encore plus notre vision encore plus claire sur où est-ce qu'on veut, sur comment on y va, avec qui,
et du coup qui permet d'être beaucoup plus résilient et de développer cette abnégation de je lâche rien, quoi. C'est très important aussi voilà, dans la vie de tous les jours, quand on va quelque part, on y va, quoi. Et puis un échec, tout est... En fait, j'ai l'impression que quand tu parles d'un échec à quelqu'un, c'est vraiment un événement tragique et vraiment catastrophique. Évidemment, quand c'est des énormes échecs, c'est difficile de se relever, c'est difficile de revenir. Mais il y a plein de petits échecs qui en fait sont bénéfiques, qui sont, comme disait Seb, qui permettent de changer son plan, améliorer son plan, de mettre le doigt sur quelque chose, sur une faiblesse qui aurait pu être plus grave et un plus gros échec si on ne l'avait pas pris conscience à ce moment-là que de ce petit échec. Donc il ne faut pas voir les échecs comme un échec où on arrête tout. Où c'est catastrophique. Par exemple, on parlait du sport, ou on parlait de la perte de poids. C'est pas parce que vous faites un échec parce qu'il y a une semaine où vous n'avez pas pu tenir votre sport, où vous n'avez pas pu tenir votre régime, ce que vous avez mis en place, que c'est un échec dramatique et qu'il faut tout arrêter. Non, ça c'est souvent une excuse qu'on se trouve en se disant non, j'ai tout gâché, non, j'arrête. Non, là c'est un petit échec. Ok, pourquoi cette semaine-là je l'ai pas? Est-ce qu'il y a des raisons? Est-ce qu'il y a des raisons atténuantes par rapport au fait que j'ai pas réussi à tenir ce que je voulais faire? Ou non, j'ai pas réussi parce que c'est trop difficile. Ok, c'est trop difficile. Peut-être que j'ai fait trop dur dès le début. Peut-être que je vais adapter. Peut-être que je vais faire du sport que, tu vois, tu disais 2 heures tout à l'heure, peut-être que 1h30 ou 1 heure parce que 2 heures c'est trop difficile pour moi. Enfin voilà, ça vous permet d'adapter et ce que vous avez à faire. Mais c'est pas un échec, c'est un échec qui est positif. C'est un échec pour pouvoir tenir dans le temps. Regarde par exemple, vas-y Seb. Ouais, pardon. Moi, je voulais juste mettre un exemple hors golf. J'en ai plusieurs qui me venaient à l'esprit, mais je le trouvais assez intéressant. Alors, je ne suis absolument pas supporter du PSG, donc je suis désolé pour ceux qui peut-être le pensaient, mais pas du tout. Mais on vient de perdre 2500 abonnés, merci Seb. Je pense que je me souviens quand ils en ont parlé justement de l'année dernière, quand ils ont gagné la Ligue des Champions, et qu'ils disent que l'élément déclencheur, ça a été le match contre Manchester City. Donc, ils ont fini par gagner 4-2. Mais il y avait 2-0 à la mi-temps, ou il y avait 2-0 au bout de 30 minutes, ou un truc comme ça. Donc forcément, le 2-0 au Parc des Princes, à ce moment-là, c'est vraiment un moment là où, en plus de ça, ça les aurait sûrement éliminés. Donc c'est vraiment... T'es au fond du seau, sportivement. Et que c'est justement le speech de Luis Enrique, le coach, plus la prise de conscience de tous les joueurs, donc la remise en question, comme on en parlait, ensuite, absolument l'abnégation... On y va et compagnie, avec des objectifs clairs, qui ont fait qu'ils ont remonté ce match, et ils disent tous, depuis qu'ils ont gagné la Ligue des Champions, le match contre Manchester City, il s'est passé quelque chose. Ouais. Et s'ils avaient mené 3-0 rapidement, peut-être qu'il ne se serait rien passé. S'ils avaient gagné ce match 4-2 en menant 4-0 après 60 minutes, il ne se serait peut-être rien passé après. Mais un peu ce fond du seau, il y a eu les bons échanges, sûrement le rappel de la vision long terme, de comment est-ce que ce match-là n'est qu'une étape et qu'on va gagner ce match, tout ça. Mais en tout cas, tout est reparti de là. Donc d'une situation d'échec, ils en ont fait une victoire. Et ça me fait penser du coup à ce bouquin dont j'ai déjà parlé, et après je te redonnerai la parole Antoine, d'un des bouquins que j'ai préféré lire, donc d'un philosophe français qui s'appelle Charles Pépin, qui s'appelle Les Vertus de l'échec. Là où il passe le bouquin entier à expliquer que les échecs, si on les prend dans le bon sens, ça c'est vraiment très important. C'est pas la phrase « ce qui ne te tue pas te rend plus fort », parce que ce qui ne te tue pas peut te tuer. Ça te rend pas forcément plus fort. C'est la manière que tu vas avoir de gérer l'échec qui, si tu en sors justement les bonnes choses, si tu fais une bonne analyse de l'échec, là ça va te rendre plus fort. Et ce bouquin, donc Les Vertus de l'échec de Charles Pépin, je ne peux que vous le conseiller. Je pourrais en parler à tous les épisodes. Mais pour ceux qui aiment la lecture, c'est un livre qui se lit très rapidement. Et ça n'a rien à voir avec le fait que tu aies coédité que ce soit ma maison de production, ma maison d'édition personnelle. Ouais. Non, en l'occurrence, ça n'a rien à voir, mais qui est vraiment un super bouquin justement pour mieux comprendre et mieux appréhender l'échec. Non, avant d'aborder le prochain point, pour résumer, je terminerai par dire que l'échec est une étape indispensable de la réussite. Ouais. Je trouve que c'est très bien résumé. Je trouve je pense que dans la vie de tous les jours, on échoue plus qu'on ne réussit.
dans beaucoup de choses. Et je pense vraiment que ce sont ces échecs qui nous permettent d'être meilleurs. Hein. Tous les chefs d'entreprise vous le disent, qu'on parle beaucoup de leur succès, mais on ne parle pas assez de leurs échecs. Et que s'ils ont réussi, c'est parce qu'ils ont échoué plus de fois qu'ils n'ont réussi. Je ne sais plus quel chef d'entreprise important qui... Il y a des exemples sur Steve Jobs, sur Bill Gates, sur celui qui a créé, qui a développé McDonald's. Les mecs, ils ont passé leur vie en fait à prendre des bâches. Il y avait un bon TEDx aussi, les conférences TEDx sur justement le problème du monde latin, et souvent qu'en fait il n'y a pas ce côté un peu diplôme de l'échec. Alors que dans d'autres cultures comme les États-Unis, en fait, plus tu te plantes, c'est pas grave. Tu te plantes, réessaye. Tu te plantes, réessaye. Tu te plantes, réessaye. Bien sûr. Différemment, peut-être dans un autre secteur, mais tu te plantes, c'est pas grave. Si tu sors des choses intéressantes de tes échecs, tu vas être beaucoup plus fort qu'avant, en fait. Mais c'est l'étape importante, c'est l'analyse de l'échec. Et d'ailleurs, bon, ça va rejoindre, comme on vous disait, un peu tous les points se rejoignent, mais ça va passer au point d'après, qui est l'adaptabilité permanente. Forcément, elle est due justement à cette remise en question qu'on a déjà abordée, à ce plan qu'on a abordé et à ces échecs qui font qu'on est obligé de t'adapter tout le temps à des nouvelles situations, à des choses qui arrivent, qui n'étaient pas prévues. Au golf, c'est du permanent parce qu'on doit s'adapter aux conditions climatiques, aux conditions physiques du jour, à nos conditions mentales, à la situation, au lie, au parcours, comment la balle est positionnée, au coup qui est à jouer. C'est permanent en fait. On est tout le temps en train de s'adapter à quelque chose et à une situation. Et ça développe en fait des capacités énormes si tu es capable de le retranscrire dans la vie de tous les jours, d'être capable à chaque fois de dire ok, d'analyser, en dire la situation est comme ça, elle est comme ci, moi je voudrais qu'elle soit comme ci, comme ça, ok, je m'adapte, comment je peux faire pour qu'elle devienne favorable. Et ça, c'est des points très importants dans la vie de tous les jours, que ce soit à point de vue professionnel, mais d'un point de vue personnel aussi, pour être heureux dans la vie de tous les jours, de s'adapter à des situations qu'on n'avait pas prévues, à des situations qui ne se passent pas comme on avait imaginé ou comme on avait l'envie. Et d'arriver à rebondir, à s'adapter tout de suite, rendre cette situation-là plus favorable, c'est une grosse force dans la vie de tous les jours. Ouais, je pense que toute relation, par exemple, humaine, toute relation sociale, quand tu as une discussion avec quelqu'un, tu t'adaptes en fonction de la personne que tu as en face de toi. Que la personne soit gentille, méchante, de bonne humeur, mauvaise humeur. Lorsque tu es au golf et lorsque ta balle atterrit sur le fairway, elle peut se retrouver dans une très bonne position, comme dans un divot. Malheureusement, ça, ce sont des situations dans lesquelles tu dois réussir à t'adapter. Tu dois réussir à adapter ton coup par rapport à la situation. Je dois réussir à adapter mon discours vis-à-vis de la personne que j'ai en face, vis-à-vis du sujet que je veux évoquer, etc. Donc, tout est une question d'adaptabilité dans la vie de tous les jours. Et il faut bien se rappeler qu'on a parlé d'avoir un plan de progression, donc une vision long terme, ensuite un plan un petit peu plus court-termiste, voire très court-termiste de qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Et à partir du moment là où on prévoit les choses, il y aura forcément des imprévus. C'est-à-dire si on prévoit rien, il ne peut pas y avoir d'imprévisible. Mais si on prévoit rien, on ne va pas progresser. Donc si on veut progresser, on met ce plan en place, on prévoit des choses. Et si c'est prévu, il y aura des imprévus. C'est automatique. On ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas, encore plus par rapport au golf et compagnie, mais il va forcément y avoir des changements. Donc il va falloir s'adapter. Comme vous venez de le dire, je ne vais pas broder là-dessus pendant 10 minutes alors que vous venez de tout dire. L'adaptabilité, elle sera permanente, quoi qu'il arrive, aussi bien dans la vie de tous les jours que sur un parcours de golf. Il y a beaucoup de choses qui sont incontrôlables, donc il y aura forcément une nécessité de s'adapter systématiquement. On va passer au dernier point. Le dernier point qui était, alors c'est très large, mais on va parler plutôt de la gestion de ces émotions, donc la gestion en fait de pouvoir recevoir justement toutes ces informations, s'adapter et de voir comment nous on est capable de réagir à ça et comment on le ressent, le ressenti qu'on peut avoir. Ça peut être de l'énervement, de l'agacement, de la peur, ça peut être plein d'émotions différentes en fonction des situations. Et d'ailleurs, pour l'agacement, nous avons comme invité Tyrell Hatton qui nous a rejoint. Tyrell, est-ce que tu peux nous parler de ton comportement sur le parcours, de ta façon de meugler, s'il te plaît? Bip.
Bip. Fuck. Excuse-moi, je te coupais, mais je trouvais que cette intervention était pertinente. Même si elle était irrespectueuse vis-à-vis du fait de te couper la parole. Mais et irrespectueuse envers Tyrell aussi, qui j'espère nous écoute pas. mais effectivement, c'est cette gestion de pouvoir, encore une fois, s'adapter à tous les ressentis qu'on peut avoir. Donc, comme vous pourrez m'aider, les gars, sur les différentes émotions, mais il y a la déjà, peur. Justement, ouais, j'allais te dire, pardon de te couper, vu que tu allais là-dedans en plus, il faut déjà vraiment savoir quelle est l'émotion qu'on ressent. Parce que, et puis, c'est pas forcément de l'émotion négative, hein, aussi. Il y a aussi les émotions positives qui peuvent. L'euphorie peut parfois aussi t'attendre. Là, on revient sur le côté humilité. Quand tu commences à t'emballer un peu, le golf, il t'attend avec la main levée. Et lui, il n'est pas en 2025. Hein, la gifle, elle est encore autorisée. Donc, il t'attend pour te la mettre, pour te rappeler que c'est lui le patron. Donc, les émotions positives sont parfois difficiles à gérer, aussi difficiles, voire plus difficiles à gérer que les émotions négatives. Donc, la première étape, elle va être de vraiment savoir ce qu'on ressent. Est-ce que c'est que mental? Est-ce que j'ai aussi un ressenti physique qui change? Est-ce que j'ai le rythme cardiaque qui augmente? Est-ce que je respire moins bien? Est-ce que je commence à me tendre au niveau des épaules? Et puis qu'est-ce que je ressens? Et puis, quoi qu'il arrive, c'est cette émotion, c'est l'accueillir de « Ok, pourquoi est-ce que j'ai de l'émotion ?» Mais parce que j'aime ce que je fais. Que ça soit mon métier ou que ça soit le jeu de golf, parce que j'aime ce que je fais, que j'ai envie de faire de mon mieux, de réussir. Et donc, du coup, j'ai des émotions quand j'y arrive, j'ai des émotions quand j'y arrive moins bien. Et il faut savoir aussi les accepter avant même de vouloir les repousser ou quoi que ce soit. C'est les accepter, les identifier. Et puis, ok, j'ai peur, ok. Mais ensuite, on repart dans le plan de ce coup-là ou dans le plan plus global. Mais les peurs, l'euphorie, tout le monde connaît ça sur un parcours de golf. Et dans la vie de tous les jours. Et je pense que c'est hyper important d'arriver à mettre des mots sur ses émotions et sur ce qu'on ressent. Et ça aide déjà, c'est la première étape pour l'accepter, parce que si on ne sait pas ce qu'on doit accepter, c'est compliqué. Mais pour revenir sur la peur, qui je trouve est souvent pas forcément injustifiée, mais parfois nous paralyse. Ça peut être le fait de parler en public, ça peut être, pour reprendre d'exemples d'autres choses, prendre la parole, faire une présentation. Voilà, toutes ces choses-là, c'est des peurs, mais qui ne sont pas fondées en soi. Elles sont par rapport à un ressenti. Et c'est vrai que déjà, d'accepter ça et de se dire, OK, qu'est-ce que je peux mettre en place pour avoir moins peur dans cette situation-là la prochaine fois? Ça peut être se faire accompagner, parce qu'il y a des personnes qui ont des solutions et qui vont pouvoir nous aider à franchir cette étape de peur et ce ressenti. Et sinon, ça peut être des choses qu'on peut relativiser, nous, en disant, au final, cette présentation ou ce tournoi de golf n'impacte pas sur qui je suis de manière globale. Elle ne va pas avoir de conséquences que je la réussisse ou que je la réussisse pas, ou même si je la rate un peu, on ne va pas m'en vouloir. Et toutes ces choses-là permettent justement de mieux appréhender la situation et peut-être de transformer cette peur qui était négative au début en quelque chose qui peut vous booster. C'est voir les choses comme elles sont, en fait. Voir les choses comme elles sont et non pas comme on voudrait qu'elles soient ou comme on croit qu'elles sont. C'est vraiment voir. Ça ne restera toujours qu'un coup de golf. Donc c'est vraiment voir les choses comme elles sont, véritablement. Et je trouve que souvent, on utilise beaucoup le mot peur pour les émotions. Ça s'apparente plus en général à de l'angoisse. La peur, c'est vraiment, y a un ours qui arrive en courant et qui a faim. Ouais, effectivement, ça, on a de la peur. Mais oui, encore, ça dépend des personnes, tu vois, moi... Oui, bon, il est content. Il est content. Ah d'accord, il est content. Le manque de respect sur un épisode comme ça, en plus, c'est moche. Ouais, c'est dément. Mais voilà, vraiment voir les choses comme elles sont, ça restera toujours qu'une balle de golf. Donc même s'il y a de l'eau à droite, même si on la met dans l'eau, c'est pas très grave. Même si c'est 5 € de perdu, mec, toi tu te rends pas compte, tu t'en fous, me donnes les balles. T'es gentil. Toi t'es pas émotif sur ça, mais la personne qui économise aussi, qui met sa balle dans l'eau, pour ça qu'il y a des petites épuisettes, on va la chercher quand même, t'es gentil. Ouais, c'est vrai. Bon du coup, je vous laisse finir. Hein. C'est hyper important et je pense que si on pourrait rentrer dans
plein d'autres exemples et plein d'autres aspects. On va peut-être essayer de résumer les différents mots, valeurs qu'on a voulu mettre en avant aujourd'hui. On essaye... non, on va peut-être pas résumer, on va en dire 2 chacun qui nous a semblé vraiment important sur ce que peut apporter le golf dans la vie de tous les jours, que ce soit professionnel ou à titre personnel. On en dit 2 chacun qui nous semblent importants ou qui nous ont marqué. Si c'est les mêmes qu'un autre, on essaie d'en trouver un autre. Moi, je parlerai. Il va y avoir plein de choses, hein, mais moi, ce qui me vient tout de suite à l'idée, c'est la remise en question. La remise en question perpétuelle, je pense que même lorsque l'on réussit, même lorsqu'on l'échoue, je pense qu'il faut se remettre en question pour pouvoir encore plus rapidement avancer ou pour reprendre un chemin qu'on s'était fixé au départ. Voilà. Seb ? Moi, je vais aller sur l'abnégation. Et sur l'abnégation, c'est vrai, la résilience, c'est vraiment quelque chose d'importantissime pour moi, dans la vie comme dans le golf. On en a déjà parlé. Et le deuxième point, du coup, sur la relation à l'échec. Comme on en a déjà parlé, voilà, c'est cette relation à l'échec qui est beaucoup plus vertueuse que ce qu'on croit, si on la prend dans le bon sens. Ok, moi je vais, pour pas citer les mêmes, parce qu'effectivement c'est certains que j'aurais cités, je vais mettre en avant le respect. Le respect, je pense que c'est quelque chose qui est important, surtout dans la vie, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Je trouve qu'il y en a de moins en moins, donc je pense que c'est quelque chose qui est important et c'est des bonnes valeurs à développer, que ce soit pour les enfants qui se mettent au golf ou pour même les adultes. Et derrière, du coup, pour les avoir un peu tous cités, on va dire d'arriver à mettre des mots sur nos émotions, à les identifier et pour pouvoir après mettre des choses en place pour mieux les gérer. Eh ben super les gars. Super, parfait. les gars. Je fais un petit mot pour finir. Je trouve que c'est un épisode qui est très intéressant, qu'on pourrait développer beaucoup plus. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des questions ou à nous parler de situations qui vous ont parlé, ou même si vous avez des meilleurs exemples qu'on a pu citer. C'est avec plaisir pour pouvoir échanger sur ce sujet-là qui nous tiennent très à cœur. Je voudrais remercier Golf Planet. Ouais. Un grand merci à notre média 100% gratuit et 100% digital sur lequel vous pouvez une nouvelle fois avoir absolument toutes les infos du monde du golf et poursuivre cette Ryder Cup. N'oublions pas, nous sommes le mardi de la Ryder Cup, donc pour avoir toutes les infos. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter. C'est gratuit et vous recevez toutes les infos le lundi matin. Et un grand merci à Wally Clubmaker pour son aide au quotidien, sur tous les montages vidéo. Vous pouvez retrouver tout notre matériel ou aller faire des fittings chez eux. Vous serez bien reçus. Et je termine par notre partenaire Callaway, présent depuis le début de cette aventure. Retrouvez bien évidemment l'intégralité des gammes sur leur site internet et dans vos Pro Shops favoris. Merci les gars pour cet épisode. Merci à toutes et à toutes de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Vous pouvez, comme d'habitude, nous contacter sur les réseaux sociaux, donc Facebook, LinkedIn, Instagram, même sur YouTube, via les commentaires. Vous pouvez aussi nous écrire par mail, donc lestontongolfeurs@gmail.com. On essaye toujours de prendre un moment pour répondre à tout le monde. Et merci les messieurs pour votre attention, votre respect et votre humilité. Et puis on se dit à dans 2 semaines pour le prochain épisode des Tontons Golfeurs. Salut les gars. Salut.